Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la toxicité. Alors, peut-être principalement, Muriel, dans les relations amoureuses. Après, ça ne nous empêche pas d'aller parler un petit peu de, peut-être du point de vue familial, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on va dire peut être déployé dans l'environnement, hein, à partir du moment où ça touche le côté affectif. Pour cette vidéo que j'avais envie de faire, j'ai demandé à Muriel de co-créer avec moi cette vidéo. Donc, du coup, je vais te laisser, Muriel, te présenter en quelques mots, sachant que je vais mettre toutes tes infos dans la barre de description. Oui, bonjour, merci Diane de me convier à cet événement. Donc, je suis Muriel Josselin. J'ai une double casquette, on va dire. C'est-à-dire que je suis à la fois enseignante et à la fois thérapeute. C'est-à-dire que je suis hypnothérapeute, coach et praticienne en EFT. Et je tiens vraiment à cette double casquette parce qu'en réalité, c'est parce que je suis enseignante aussi que j'ai une approche assez pédagogique dans ma façon d'aider les gens. Et en particulier, comme j'aide beaucoup les gens qui sont en situation qu'on appelle de dépendance affective, la dernière chose à faire, ce serait de les remettre en situation de dépendance. Et donc, du coup, je leur donne des outils très pédagogiques pour qu'ils avancent aussi avec une certaine dose d'autonomie qui est nécessaire à leur bien-être. Voilà. Voilà. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est justement ton côté cette capacité que tu as à vulgariser les propos, peut-être un petit peu plus que moi. Et donc, du coup, je pense qu'on va faire un bon complément ensemble. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je me présente quasiment jamais dans mes vidéos. Donc là, c'est l'occasion, à chaque fois que j'ai des invités, de refaire un petit tour. Donc, je suis Diana Yania, je suis thérapeute clairvoyante. Donc, clairvoyante, c'est que je lis votre structure énergétique pour aller tout de suite chercher en fait l'information de ce qui va créer les blocages, les traumas, etc. Et chaman aussi. Donc moi, je travaille beaucoup avec le monde invisible, avec votre subconscient, etc. Donc moi, j'ai plutôt une lecture énergétique de la situation. Voilà, donc je fais des vidéos sur cette chaîne, je fais des soins énergétiques tous les mois, gratuits, et j'aborde des sujets. Et il y a un sujet qui me plaît énormément, c'est le couple évolutif, puisque derrière, tout comme toi, Muriel, j'aide vraiment les gens à être autonomes, à apprendre et à leur donner un petit peu des éclairages sur la façon dont ils fonctionnent pour qu'ils puissent prendre conscience, essayer de s'observer le plus possible avec ces éclairages et puis évoluer comme ça dans leur autonomie. Et donc, du coup, je fais des vidéos aussi thématiques pour aider. Et là, dans le couple évolutif, bah, qu'est-ce que n'est pas le couple évolutif? C'est le couple égotique et c'est le couple toxique. Et franchement, donc ça c'est mon introduction, quand je me rends compte en consultation que je peux parler du couple évolutif, mais j'ai quand même en consultation des personnes qui sont en fait dans des couples égotiques. Bon, ça on va gérer. C'est pas, ça n'éteint pas la lumière, le couple égotique, mais ça crée une forme d'immobilité parce que finalement il y a les dysfonctionnements qui vont se croiser et donc la personne va avoir du mal à évoluer. Et parfois, c'est même très compliqué de changer, puisque du coup, il y a des effets secondaires positifs à ce couple égotique. Et donc, j'avais envie de parler aujourd'hui de la toxicité, parce que je me suis rendu compte que c'est pas si simple de sortir d'un couple toxique. Notamment, voilà, ce dernier mois, j'ai eu plusieurs personnes en consultation sur ce propos-là. Et il y a une forme de... Alors, il y a l'emprise, on en parlera, Muriel, et il y a aussi le déni, on en parlera aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut ne pas voir comment le cerveau, il va filtrer les informations et donc, quel profil un petit peu de personne peut tomber dans ces couples toxiques? Donc, j'avais vraiment envie, une fois pour toutes, de poser ça. On continuera à en parler en consultation, mais je pense que ce sujet-là, après, je le clôturerai pour pouvoir aller après dans une démarche plus évolutive. Mais pour moi, c'est important, voilà, de co-créer avec toi, Muriel, sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu as envie de dire quelques mots et puis on parlera après, et puis tu peux enchaîner sur peut-être le profil des victimes? Eh Dis-moi. ben, écoute, en tout cas, ce que tu présentes me parle beaucoup parce que moi, quand je reçois les personnes en séance, souvent c'est pour des problèmes de couple, effectivement, même si régulièrement aussi j'ai des problèmes de travail parce que
quand on est en lien avec une personne toxique, souvent elle a aussi de la toxicité dans d'autres pans de sa vie, mais parfois une toxicité différente. Mais en tout cas, je commence toujours par faire le distinguo entre qu'est-ce que c'est qu'une relation saine et qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. Et donc, j'essaie d'exposer aux gens qu'est-ce que je vois, moi en tout cas, comme une relation saine. Pour moi, c'est un espace de co-développement, c'est-à-dire c'est un espace qui va permettre à chaque individu de rester un individu et en même temps de créer un espace qui va permettre à chacun de devenir la meilleure version de soi-même. Et si vous n'êtes pas dans cet espace qui à la fois respecte votre individualité et qui permet à chacun des deux de grandir dans cette interaction, on n'est pas dans une relation saine. Ouais, et en fait, c'est souvent ce que je vois sur des personnes qui recherchent la fusion. Quand tu parles du un et du un, respecter l'individualisation, moi, ce que je vois, c'est que, alors là, on aborde l'entrée vers le profil des victimes, parce que c'est vraiment le terme approprié. Il y a vraiment beaucoup souvent de dépendance affective, de dévalorisation, qui fait que du coup, la personne va rechercher la fusion comme s'il y avait une sorte, dans son subconscient, d'idéal qui a été plugué de on fait tout à deux, on est à deux, etc. Et du coup, ben, enfin, vraiment par expérience, quand on recherche la fusion et qu'on est trop fusionné, même si l'autre n'est pas complètement toxique, il peut se créer de la toxicité parce que tout simplement, les deux individualités s'oublient et il y en a toujours un qui va forcément être un petit peu plus égotique que l'autre et ça crée de la toxicité. L'autre se perd. On trimballe malheureusement, je dirais, un langage qui ne nous aide pas, puisqu'on dit tout le temps qu'on va chercher sa moitié et que dans certaines religions, même dans le mariage, c'est après ils ne feront plus qu'un. Et moi, je passe mon temps à essayer de me battre contre cette vision du couple qui, effectivement, à mon avis, est une vision qui malheureusement n'amène pas à l'épanouissement ni des deux membres du couple, ni à l'épanouissement du couple. C'est comme si on entrait dans un couple en se sentant incomplet et en allant chercher sa complétude dans l'autre. D'où cette notion de fusion. C'est comme si tout seul, ben, en fait, on n'arrivait pas à tenir et qu'il fallait être à deux pour pouvoir s'en sortir. Et chercher sa moitié, en réalité, moi, j'apprends aux gens à se sentir entiers, à trouver déjà leur deuxième moitié à l'intérieur d'eux-mêmes et après à mettre en commun ce qu'ils peuvent mettre en commun de deux êtres complets. Oui, ce qui nécessite aussi d'apprendre à se connaître. Parce que si on part dans cette idée de fusion, c'est aussi parce que on n'a pas. Et du coup, dans le profil des visibles, c'est souvent des personnes empathiques qui sont très facilement en dehors d'eux-mêmes, tournées vers l'autre, des personnes hypersensibles. Et donc, c'est des personnes qui n'habitent pas vraiment bien leur corps, qui n'arrivent pas à... Pourtant, c'est des personnes qui se remettent énormément en question, mais qui ont du mal à, à juste faire retour vers soi, ce que j'appelle le retournement de la conscience, d'aller explorer qui ils sont pour essayer de renforcer un petit peu les failles. Et c'est vrai que quand on commence à bien se connaître, ce que tu dis en fait, finalement, c'est pas chacun sa vie en fait. Attention, on passe pas de la fusion à chacun sa vie. On est vraiment où l'autre dans le couple, ça reste la priorité, mais c'est l'idée de co-construction. C'est-à-dire que c'est bien grâce à nos deux individualités qu'on va réussir à créer quelque chose ensemble, une direction. Ça peut être travailler ensemble, mais ça peut être pas forcément, ça peut être se soutenir l'un l'autre avec des perspectives et des visions différentes, mais tout en gardant cette singularité que l'on a en fait. Donc peut-être est-ce que tu peux rajouter des choses sur le profil des victimes ou un complément, tu vois? Alors, le profil des victimes, on va voir, parce que s'il y a victime, ça veut dire que quelque part aussi, il y a prédateur. Donc, Ouais. toutes les relations toxiques sont pas forcément que des relations victime-prédateur, mais par contre, très souvent, il va y avoir un triangle de Cartman qui va s'installer, c'est-à-dire on va se placer soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Et là, ces relations-là, de toute façon, ne vont jamais donner quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être le sauveur de l'autre dans un couple, on ne doit pas être son bourreau. Et quand on entre dans ce genre de dynamique, malheureusement, parfois on change de rôle d'ailleurs sans même s'en rendre compte. Et en réalité, ça ne mène à rien de bon. Mais je vais revenir sur ton concept de fusion que tu mentionnais tout à l'heure. Il y a effectivement des gens qui vont chercher la fusion pour se sentir complet. Et en réalité, les relations les plus toxiques, qui sont des relations d'emprise,
sont la recherche de la fusion de la part des deux individus. Et là, il va y avoir effectivement un prédateur et une victime, entre guillemets. Alors, j'aime pas trop ces termes-là parce que souvent, en fait, le prédateur est aussi victime de son passé, mais ça, c'est pas le problème à résoudre aujourd'hui. Mais les deux vont chercher la fusion pour des raisons différentes. Et la relation d'emprise se base justement sur cette fusion parce que la meilleure façon d'asseoir une emprise, c'est de faire perdre son individualité et son autonomie à l'autre. Oui, oui, oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est quand tu dis que la fusion est recherchée pour des raisons différentes. Mm. C'est-à-dire qu'il y en a une, il y a une des deux personnes qui va, par son empathie, par son hypersensibilité, avoir cette tendance fusion parce que ça va la rassurer dans une forme d'insécurité. Il y a quelque chose de je recherche quelque chose parce que à l'intérieur, c'est blessé, j'y arrive pas, je sais pas gérer mes émotions, etc. Ou je suis trop empathique et je veux te sauver, etc., etc. Alors qu'il y en a, alors que l'autre, à mon avis, dans cette attraction de la toxicité, c'est l'autre va rechercher la fusion avec des propos comme regarde comme on est pareil, regarde comme on est ensemble. En fait, l'autre va essayer de modeler sa victime, excuse-moi, sa victime, euh, en fonction de ses propres désirs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vouloir aller dans le monde de l'autre, mais par nature, alors qu'il y en a un qui va vouloir l'accaparer parce que ça va aussi rassurer, mais d'un point de vue plus égotique, d'un point de vue de regarde, on est pareil, mais sauf qu'en fait, l'autre, elle vient dans le référentiel. Enfin, je sais pas, peut-être tu peux élaborer Alors, là-dessus. je suis d'accord avec toi en ce sens qu'il y a effectivement un qui va capter un petit peu la personnalité de l'autre à son service, hein. Et on va voir que de temps en temps, selon le profil souvent des personnes, on va dire, avec des problématiques narcissiques, ça va être en fonction de ses besoins narcissiques. Mais l'autre va aussi avoir, et ça, je le dis souvent, et ça ne plaît pas toujours aux personnes que j'accompagne, en tout cas au début, ça les surprend un peu, les personnes qui se disent empathiques. Alors, faut faire attention parce qu'il y a une empathie qui est une empathie bien assise et qui du coup qui est saine. Et il y a une empathie qui n'est pas complètement saine, qui est une sorte de surempathie, d'hyperempathie, de sympathie, mais qui a souvent aussi des attentes de réciprocité derrière ou des attentes de valorisation ou de validation. Et là, c'est à la limite aussi le superbe piège pour tomber sur quelqu'un de manipulateur. Oui, oui, Donc, je suis d'accord il avec faut toi. faire J'en ai. attention. Ouais, Une vas-y. vraie empathie, elle est désintéressée. Elle est tellement bien ancrée, la personne est tellement bien ancrée dans sa propre vie qu'elle peut se permettre à offrir une vraie écoute, une vraie compassion, une vraie compréhension, mais sans aller y mêler trop ses émotions et sans aller en retour chercher une validation, une approbation. Oui, mais je pense que c'est une question aussi de maturité et d'évolution parce que, bon, l'empathie, c'est une capacité. Après, soit elle est basée sur quelque chose de sain et dans ces cas-là, il y a cette part altruiste qui va s'exprimer, donc avec de l'écoute bienveillante, voilà, le respect, etc. Et puis, évidemment, quand on démarre et qu'on est hyper blessé, on va avoir une empathie, et j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, avec l'exemple de la générosité. On est généreux, mais parce qu'en retour, on veut quelque chose. On veut un merci, on veut être valorisé. Et là, on est dans une empathie qui est basée sur un corps de souffrance. Et là, je suis d'accord avec toi, ça va pas. Je pense qu'on a fait le tour, écoute Muriel, pour pas faire une vidéo trop longue, sur le profil Ouais. des victimes, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, alors les profils des victimes, il y en a un que tu as très bien décrit, hein, une caractéristique, c'est ce besoin d'y croire. C'est-à-dire que comme ce sont des personnes qui sont quand même en attente d'une complétude extérieure, euh, i- c'est des personnes qui vont quand même un peu alimenter une sorte d'idéal de relation, et qui du coup vont être très facilement justement pris au piège de certaines techniques de manipulation comme ce qu'on appelle le love bombing dans certaines phases de relations toxiques, où justement, ils vont installer ce nous très précocement et Ouais. ils vont faire miroiter à la personne tout ce que cette personne attend pour se sentir complète et pour se sentir épanouie enfin dans une relation. Et ça, c'est un piège terrible. C'est un peu le petit pot de miel, malheureusement, par lequel sont attrapées souvent certaines personnes
et qui du coup se retrouvent après prises dans des relations d'emprise. C'est vraiment la première phase de la relation d'emprise. Oui, et ce que tu dis, ça nous amène, un, sur les techniques de manipulation. On va les voir rapidement parce que pas forcément les plus grandioses, les plus visibles, mais peut-être aussi un petit peu celles qui sont sournoises, hein. Moi, parce que il y a de la littérature là-dessus, il y a plein de vidéos, c'est quelque chose qui ressort. D'ailleurs, je trouve que les pervers narcissiques stricto sensus ont des soucis à se faire parce que grâce à plein de personnes qui s'expriment, leurs techniques sont de plus en plus visibles. Mais il y a des techniques beaucoup plus sournoises, qui peuvent détruire, tu vois, sur le long terme. Donc peut-être qu'on va aborder ça. Mais ce que tu disais par rapport à je capte ce qui est positif pour nourrir mon idéal, je le retrouve beaucoup dans le déni, en fait, dans ce qui va permettre le déni. Donc on va en parler après. Peut-être du coup, est-ce que tu as parlé du love bombing? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Peut-être parler rapidement de ce qui est connu pour aller peut-être donner des exemples de choses un petit peu plus sournoises. J'aime bien faire des choses un peu différentes sur cette chaîne. Oui, alors effectivement, de toute façon, déjà, même dans tous les profils de personnes manipulatrices, il y en a qui sont plus ou moins ouvertement manipulatrices, et c'est les personnes un peu plus grandioses, et puis il y en a d'autres qui vont paraître pour des personnes plus empathiques, et là, on va un peu moins voir venir des techniques de manipulation. On va par exemple trouver des grands manipulateurs dans tout ce qui est le bénévolat, les œuvres de charité, parce que ça va être vraiment extrêmement caché. Parce que les manipulateurs, ils vont arriver à proposer quelque chose dont la victime aura besoin pour récupérer en retour ce dont eux-mêmes ils auront besoin. Et tous les manipulateurs ne vont pas avoir les mêmes besoins. Il y en a qui vont avoir besoin de louanges sur leur réussite professionnelle. Il y en a qui vont avoir besoin d'être vus comme des personnes bienveillantes et altruistes. Il y en a qui vont... Voilà, il faut voir que les approches vont être différentes en fonction des besoins de la personne manipulatrice. Et je pense D'accord? que tu peux rajouter aussi en spiritualité, parce que tu parlais du côté associatif, mais c'est pareil au niveau de la spiritualité, hein. Absolument. Moi, il y a des personnes qui viennent et qui me disent, voilà, je suis allée voir un chaman, etc. Mais c'est un mode de fonctionnement hyper destructeur, hyper manipulateur, et donc gros warning, quoi. Donc en fait, la nature a horreur du vide. Tu vois, à Alors, on partir du trouve moment. beaucoup, de toute façon, de personnes manipulatrices, malheureusement, dans des professions, on va dire, à pouvoir, entre guillemets, Ouais, c'est ça. à pouvoir sur autrui, même si c'est parfois un tout petit pouvoir, mais on en trouve, par exemple, chez les avocats, on en trouve chez les politiciens, Les on en trouve chez médecins, les les médecins. enseignants, on en trouve, voilà, dans toutes les professions avec un peu à la fois de prestige, un peu de statut. Voilà, on trouve beaucoup de gens Mais pas que, manipulateurs. hein, Muriel, hein, mais pas que. Voilà, c'est juste un exemple, hein, mais c'est Que- vrai que pas que, pas que. Voilà. Pas que, parce qu'effectivement, après, chacun a du pouvoir à son niveau aussi. Oui, ça peut être par exemple une mère sur son enfant. Là, il y a Oui. une forme d'ascendance, voilà, où ça peut s'exprimer par exemple, je connais plein de choses. Toi, tu as moins de culture générale, et ben je t'arrose de ma supériorité ou de mon intelligence ou des choses comme ça, en Ouais. fait. Et là, on trouve effectivement un autre type, par exemple, de pervers narcissiques qui sont uniquement dans l'intellect et dont le profil des victimes va être des personnes qu'on appelle entre guillemets sapiosexuelles, c'est-à-dire des gens qui vont être séduits par l'intellect. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des profils différents de manipulateurs et les victimes vont être avec des profils un peu différents en fonction de chacun va avoir son besoin qui va se retrouver dans le comportement de l'autre. Alors parmi les outils de manipulation, donc on a vu le love bombing au départ. Si vous Alors, on voyez l'a quelqu'un vu, qui est vers tu l'as juste nommé, excuse-moi Muriel. Est-ce que tu peux juste donner un exemple? justement, je vais écrire ce qu'on appelle le love bombing. Moi, j'aime pas du tout ce terme parce qu'on a l'impression qu'il y a une histoire d'amour. C'est pas Voilà. du tout un bombardement d'amour, c'est un bombardement d'attention. Parce que si vous voulez quelqu'un qui va venir vers vous et qui va être négligent tout de suite ou désagréable tout de suite, il ne va pas pouvoir installer une emprise sur vous. Donc au départ, la personne va offrir à son partenaire tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a toujours rêvé.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bombardement, la phase de bombardement, d'attention, de gestes. Donc ça va être bah, des cadeaux, ça va être des gentils mots, ça va être des sourires, ça va être du temps, ça va être tout ce dont la personne qui va entrer malheureusement dans cette relation rêvait. Tout ce dont Oui, elle rêvait. et je renvoie vers les 5 langages de l'amour, c'est-à-dire que la personne manipulatrice est très très forte pour aller regarder les besoins de l'autre, ses failles. Donc elle a un tableau, il y a les besoins, il y a les failles. Ok, au départ, love bombing, c'est quoi ses besoins? Je repère les langages de l'amour. Si la personne a besoin de paroles valorisantes parce qu'elle est en faible estime de soi, je te bombarde de validation, de machin truc, etc. Si une personne aime plutôt recevoir des cadeaux parce qu'elle en a été privée dans son enfance, etc., je te balance des cadeaux. Tu aimes bien être touché. Ça, en général, le narcissique n'aime pas trop, mais il peut faire un effort au départ. Voilà, c'est... etc. C'est exactement ça. Alors, parmi les autres techniques de manipulation, il y en a une qui finalement va assez bien s'insérer là-dedans. C'est ce qu'on appelle le future faking. Alors, je suis désolée pour les termes anglo-saxons, mais il y a une partie de la littérature qui a été faite par les anglo-saxons. C'est des promesses qui ne seront pas suivies d'effets. Donc, ils vont vous promettre un futur. Moi, j'appelle ça la queue du Mickey au manège. Parce qu'en fait, c'est tiens, 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 tu l'auras. Ah non, tu l'auras pas. Tu l'auras. Ah non, tu l'auras pas. Et alors, ce truc-là, c'est extrêmement sournois. Ça paraît pas grand-chose comme ça. C'est très, très, très grave. Parce que ça va d'abord maintenir la personne dans la relation beaucoup plus longtemps qu'elle aurait dû, parce qu'il y a un moment où elle aurait dû se dire, bah non, de toute façon, je l'aurai jamais, donc je quitte cette relation. Alors qu'à chaque fois, on repromet au dernier moment, au moment où la personne va partir, donc ça fait rester dans la relation. Et puis, là où c'est très grave et très pernicieux, c'est que ça va créer au niveau chimique, donc un déferlement d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont complètement déboussoler la personne. Et ça, les gens ne le comprennent pas, ne le voient pas venir. Ils le voient venir quand c'est trop tard, quand ils sont addicts, non seulement à la relation, mais à tous ces cycles très toxiques. Parce que au début, il va y avoir ce relâchement d'hormones uniquement quand on va promettre, voire même donner quelques miettes de quelque chose de positif. Ah, super. Donc la personne, le manipulateur promet beaucoup, offre un peu. Oh, super. Et puis petit à petit, c'est simplement parce qu'il va arrêter d'être désagréable, parce qu'il va arrêter d'être dévalorisant, parce qu'il ne va pas vous tuer ce jour-là émotionnellement. Il m'a pas tué émotionnellement aujourd'hui. Et ça, Oui, c'est ce qu'on appelle le lien traumatique, qu'on appelle de temps en temps aussi le syndrome de Stockholm, et c'est très, très nuisible. oui, j'avais noté dans les points à pas oublier, ce syndrome de Stockholm, c'est évidemment ça. C'est que finalement, à un bout d'un moment, on s'en rend pas compte, mais on finit par, en fait, accepter que des miettes. Et il y a une partie de nous qui s'en réjouit au lieu de... Mais ça va avec l'estime de soi. C'est qu'à un moment donné, on remonte son niveau d'exigence et on voit que c'est juste pas possible. Tu parlais du boost hormonal Ouais. qui crée des problèmes. Moi, je dirais qu'il y a une autre technique qui crée des gros problèmes au niveau carrément, pour moi, de la santé mentale, hein, là où on est là, Mhm. qui crée des désordres au niveau cognitif. C'est le chaud-froid. Tu vois, quand tu souffles le Alors, chaud et le froid, il y a un moment complètement. donné, c'est une perte de repère. Tu sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Complètement. Alors ça s'appelle le renforcement intermittent. Et il y a des expériences qui ont été menées sur des rats, ça paraît incroyable, hein, à qui on donnait à manger si jamais ils appuyaient sur un bouton. Et ils se sont rendus compte que quand le rat obtenait régulièrement sa nourriture, il était stable émotionnellement. Et qu'après, ils ont déréglé le système et le rat, un coup il obtenait, un coup il n'obtenait pas. Et c'était de façon très aléatoire. Et ben, ça rendait les rats complètement dingues. Ouais. Donc, Ah, ouais, ouais. pardon. Vas-y, termine. J'en Donc, ai un si vous truc. voulez, on voit vraiment que d'un point de vue chimique, ce renforcement intermittent, tu as, tu n'as pas, tu as, tu n'as pas, tu auras quand j'aurai décidé, mais tu ne sauras pas quand, et ben c'est super déstabilisant. Et psychiquement, c'est quelque chose qui va amener presque à la mort de l'individu. Et d'un point de vue encore neurotransmetteurs et hormones, c'est catastrophique. Ça va être un cocktail entre espoir et désespoir, et entre les hormones et les neurotransmetteurs du bien-être et du stress. Ouais, et en fait, je voudrais compléter tes exemples parce que toi, tu parles de avoir ou pas avoir, mais moi, j'ai Mhm. vécu dans ma précédente relation
euh, quelque chose qui, alors c'était toujours sur une faille d'estime de moi hein, à l'époque, Mhm, mhm. il y avait être, en fait c'est des compliments. C'est une personne qui va, voilà, donc on se balade, je reçois un compliment. Waouh, je suis super contente, ça va toucher ma faille de mes estimes, donc super, je suis super contente, j'ai l'impression de ne pas toucher terre, super. Et puis, 30 minutes plus tard, enfin on n'est même pas dans l'heure suivante, quoi. 30 minutes plus tard, au grand max, la personne va dire l'inverse. Mhm. L'inverse. Et Oui, là, je me souviens très bien de la sidération. oui, C'est-à-dire qu'en gros, j'avais l'impression qu'elle me retirait ce qu'elle m'avait donné. C'est-à-dire que finalement, j'avais reçu quelque chose de cette personne et que l'instant d'après, en fait, il y avait comme un mouvement de je dois te le redonner. Et ça créait une espèce de vide en moi qui était insoutenable. Et ça m'a amené des épisodes de sidération qui nourrissaient une sorte de trauma dans oui, laquelle, à un moment donné, je lui ai dit, mais tu penses ça ou tu penses ça? c'est ça. Et là, la perversion qui était incontrôlée hein, chez cette personne disait, non, mais je pense, en gros, pas le compliment, quoi. Et alors là, j'avais l'impression, et c'est fou, d'être complètement détruite à l'intérieur, parce que ça allait chercher ce vide. Bon, après, il y a toute la reconstruction qui fait que du coup, on en gagne après de sortir de ça. Mais bah, voilà. Donc, il y a pas que le avoir et pas avoir, tu vois, il y a aussi. Non, non, ce que tu décris est effectivement extrêmement grave et on le voit tout le temps. Alors parfois, c'est même dans le même instant, c'est-à-dire que ça peut être une contradiction entre un mot et un geste ou une expression Oui, faciale. oui, Voilà. Et donc ces incohérences-là font partie du lien traumatique parce que justement, on va plus savoir sur quel pied danser. c'est ça. Et il va y avoir aussi de temps en temps ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous mettre devant une sorte de double choix où quoi que vous fassiez, vous perdez. Ouais. Et toutes ces choses-là sont des choses qui sont extrêmement traumatisantes et qui vont amener une confusion mentale, une incohérence qui est insoutenable pour la personne qui les vit. Ouais, et dans son mode de communication, puisque toi tu abordes le mode de communication, il y a aussi alors je suis désolée, je reprends un peu cette dualité victime-bourreau, mais il y a la personne narcissique, enfin la personne sensible ou qui a des failles de dévalorisation, etc., va, comment dire, craquer plus rapidement dans une situation donnée que la personne narcissique. Euh, Oui. je vois j'ai une vision d'une femme qui va se mettre à bouder dès qu'il y a quelque chose qui la dérange. Et l'autre personne est dans son droit, quoi. Je veux dire, là, genre, la coupe a été pleine. Voilà, j'ai dit stop. La personne va bouder. Et là, il y a un truc, je regarde la vision, c'est comme il y a une sorte de rapport de force, tu sais, invisible qui se crée. Sauf que là-dedans, c'est toujours la personne plus fragile, plus sensible, etc., qui est moins narcissique, en fait, qui va craquer et revenir. Parce que ce vide qui est créé, l'autre le soutient beaucoup plus parce qu'il est elle, hein, est dans sa toute-puissance, en fait. Et donc, il y a un truc c'est toujours finalement la personne sensible qui va revenir. Après, tu peux peut-être mais c'est une vision qu'on envoie là. Alors, ouais, moi en général, je l'exprime un petit peu différemment. C'est-à-dire Ouais. que c'est ce qu'on appelle cette dissonance cognitive, donc que j'ai expliqué un petit peu avec cette espèce d'incohérence qui est insupportable. En quoi est-ce qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à ça et qui vont mal le vivre? C'est des gens qui ont besoin d'une grande cohérence. C'est des gens qui ont besoin de clarté. Et on va trouver, alors si vous voulez, enfin, si tu veux, parmi les gens qui sont très sensibles à la manipulation, il y a deux profils qui souvent sont un peu les mêmes. On va dire ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels. Je n'aime pas forcément le terme, mais bon, on va voir pourquoi. Et les hauts potentiels émotionnels, on va voir pourquoi.
Les hauts potentiels intellectuels, les gens qui en fait sont très forts dans l'intellect, dans essayer de trouver, de comprendre, voilà, eux, ils vont cogiter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce que va faire la manipulation en termes justement de déstabilisation de cette cohérence qui leur est essentielle, c'est très compliqué. Ce sont des gens qui vont être à chaque fois à essayer de faire fonctionner des relations dysfonctionnelles, qui vont essayer de trouver des solutions. Donc c'est pour ça que souvent, on va trouver des personnes manipulatrices en lien avec des gens qui ont une espèce de surfonction intellectuelle, parce que cette surfonction intellectuelle va être un outil pour essayer de contrebalancer les effets de la manipulation. Donc c'est Oui, terrible. puis En cette plus, c'est des gens qui volonté, souvent vont dire, ouais, cette volonté de toujours vouloir trouver des solutions, ouais, se remettre en question, réfléchir à comment je exactement, peux nourrir la relation, comment... Et ça, exactement. c'est usant, en fait, c'est drainant au niveau énergétique, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, cette technique de manipulation qui va induire de la dissonance cognitive, eh ben, ça va capter la personne qui est plutôt dans l'intellect, qui va être aussi dans le doute de soi et dans le doute de tout, qui est une personne qui se remet en question facilement, eh ben, elle va, c'est ce qu'on appelle après la roue du hamster, ça va continuer de cogiter, cogiter, cogiter. Ouais. Et les personnes très sensibles émotionnellement, elles vont être très engluées aussi dans des relations comme ça, parce qu'elles vont être très sensibles à toute cette phase d'attachement qu'on trouve au début, que j'ai appelé le love bombing. Elles vont être aussi très sensibles à une autre technique de manipulation qu'on appelle le hoovering, qui est d'essayer de faire revenir la personne dans la relation quand elle est en train d'essayer de s'en extraire. Et c'est des personnes qui vont être très sensibles aux projections. Alors, les Alors, projections tu sont peux une donner des exemples sur ce que tu as dit là? Comment autre... récupérer la personne qui commence à s'en aller? Parce qu'en fait, tu peux... Ouais, ça s'appelle le hoovering. C'est-à-dire que ça va être justement soit au moment où on sent que la personne est en train de s'en aller, de lui offrir enfin ce qu'elle attendait depuis le début, ou en tout cas au moins des miettes de ça. Ou ça va être de reprendre contact après avoir coupé les ponts en disant, tiens, salut, comment ça va? Alors, en niant complètement éventuellement ce qui s'est passé entre-temps ou en apportant une espèce d'explication et d'excuse un peu pipeau, mais pour voir si on peut recréer le lien. Donc ça, c'est une technique très forte qui va ramener la personne dans cette relation toxique pour un nouveau cycle, en fait. Un peu comme le lave-linge, on va remettre un nouveau cycle, un nouveau programme en route, quoi. Voilà. Et puis la projection. Alors, on va revenir justement sur aussi la personne empathique. En réalité, dans ces relations-là, les deux personnes projettent, mais elles ne projettent pas la même chose. La personne empathique, elle va projeter sur l'autre des qualités que l'autre n'a pas forcément. C'est-à-dire que le manipulateur, il va pas forcément avoir un certain nombre de qualités, mais la personne empathique va croire que cette personne va raisonner comme elle et va lui prêter autant de bonnes intentions qu'elle en a, elle. Et Que c'est dans son idéal, hein. Que c'est exactement. dans l'idéal en arrière-plan, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la personne manipulatrice va projeter sur l'autre tout un tas d'éléments très négatifs qu'elle porte en elle et qu'elle n'a pas envie d'assumer et du coup, elle va les reprocher à l'autre. Oh Et oui. là, si on a quelqu'un en face qui est prêt à accueillir à bras ouverts toutes ces choses que l'autre projette en disant, tiens, résous-moi ça, eh ben, on a un couple toxique qui va fonctionner pendant un certain temps. Oui, et ça montre vraiment la difficulté de remise en question. Parce que enfin, la personne narcissique va projeter toute sa négativité. Donc en fait, elle n'a jamais tort. Et donc, du coup, ça peut donner de la communication quand l'autre va dire, mais non, mais faire un reproche en disant, mais stop, quoi. Et en fait, le fait de refuser d'aller regarder en soi, ça va donner des phrases comme, mais pourquoi tu cherches toujours à créer des conflits, ou ça peut être... pourquoi est-ce que t'es toujours comme ça? T'es folle? Enfin voilà, tu vois, pourquoi t'es toujours sensible, hypersensible comme ça? Tu peux pas être normal, ou voilà, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que moi, quand je travaille effectivement pour aider les gens à sortir de ces relations-là, j'utilise un certain nombre d'outils de communication qui vont
désarmer ce système-là, qui vont aller euh, anesthésier cette technique de manipulation, parce que tant qu'elle est en œuvre, eh ben, la personne continue d'être envahie d'émotions un peu poubelles qui ne sont pas les siennes. Ouais. Et continue, malheureusement, pour peu que la personne essaie de se justifier et tout ça, continue d'alimenter ce cycle extrêmement toxique. Donc là, il faut travailler avec des techniques de communication non violente, par exemple, pour justement contrecarrer ces techniques de communication extrêmement toxiques. Oui, mais alors là, moi, je voudrais qu'on passe du coup sur, même si on n'a pas fait toute la liste un petit peu des techniques, on les retrouve sur Internet, Mhm. tu as apporté quelque chose d'assez intéressant, c'est quand l'autre projette sa négativité. En Mhm. fait, il ne le projette pas qu'avec des mots, il va le projeter aussi vibratoirement, énergétiquement. Et finalement, la personne victime va se retrouver avec ses propres charges, parce qu'on a tous des choses à régler en soi, plus la négativité de l'autre. Et moi, j'ai vu des personnes positive, devenir négative, voir la vie de façon négative, hyper jugeante, alors qu'au départ, c'est plutôt des personnes, des belles personnes, sensibles, bienveillantes, devenir négative, jugeante, parce qu'en fait, énergétiquement, de prendre la poubelle de l'autre, je reprends ton expression, sur soi, ça fait une charge qui fait tomber au niveau vibratoire. Et là, on peut pas. On a déjà suffisamment à nettoyer, on peut pas nettoyer l'autre personne. Et c'est là où le syndrome du sauveur, il faut absolument le retirer. Donc, et là, on passe sur un peu le sujet sur l'emprise énergétique parce qu'elle est réelle. Il n'y a pas que les mots. Donc, je te laisse peut-être élaborer sur cette poubelle énergétique Oui, et, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que toi, tu es chamane. Moi, je ne suis pas chamane, mais j'ai une séance que je fais régulièrement avec les personnes que je reçois, qui est justement une technique issue du chamanisme, qui est une technique de recentrage pour justement se débarrasser des poubelles émotionnelles de l'autre. Donc, je fais ça sous hypnose, puisque moi, je suis hypnothérapeute, mais c'est une technique super essentielle pour arrêter de porter les fardeaux des autres. Et tu le décris assez bien. Moi, je travaille aussi beaucoup. Alors, je ne suis pas énergéticienne, je ne suis pas chamane, mais malgré tout, je prends tout ce que je remarque qui peut aider les gens. Et je travaille du coup aussi avec les chakras parce qu'on se rend compte qu'une relation avec une personne manipulatrice, une relation toxique, va aller impacter chacun des chakras. Et il va falloir aller justement retravailler pour voir de quelle façon tel type de manipulation va atteindre la personne à tel niveau de tout son fonctionnement énergétique correct pour retrouver un fonctionnement énergétique qui est aidant et non pas qui soit entravé par un travail de sape de quelqu'un d'autre. alors moi, mon approche, elle est différente. C'est pour ça que j'aime bien cette Mhm. complémentarité. C'est qu'en fait, moi, mon approche, elle va être plus pour déjà donner de la clarté sur ce qui se passe à la personne, pour qu'elle arrive à voir un petit peu que effectivement, elle est dans une relation toxique. Ça, pour moi, c'est le premier. Et on viendra après dans le sujet du déni, si on a le temps. Euh, c'est ensuite il y a un principe qui est que si on prend de la négativité, si on prend des charges, en fait, c'est parce qu'il y a des failles en nous. Et donc, moi, mon approche, elle est plutôt d'aller regarder à travers la structure énergétique, à travers les problématiques, quelles sont les différentes failles. Donc, elles peuvent être dans l'espace mémoriel, hein, ça peut être des vies antérieures, ça peut être la lignée, ça peut être dans l'enfance, etc. Des fois, c'est pas utile d'aller sur les événements, ça dépend des personnes, mais d'aller regarder, des fois on va le gérer au niveau de l'instant présent, c'est ça que j'entends, c'est que c'est quoi ta faille, c'est quoi tes failles principales, et on va aller regarder sur allez, comment résorber ces failles, comment résorber ces failles. Et plus finalement les trous qu'on a au niveau du cœur, au niveau, tu vois, ici, le chakra qui est bloqué, etc., etc., plus en fait on le cicatrise, plus on le renforce, en fait, et c'est comme si ça faisait un mouvement, ça éjecte, en fait. C'est-à-dire que psychologiquement, on va dire, je ne veux plus. Et ça donne des personnes qui vont, par exemple, quand
quand quelqu'un va dire, enfin, le narcissique va dire, ouais, t'es nul, tu sais pas ça, ou t'es folle, ou voilà. C'est de pouvoir pas réagir en disant, non, c'est pas vrai, mais de pouvoir dire, non. Mais non à partir de non. Ça, je peux pas le tolérer, il va falloir passer à autre chose. Il y a un truc de, à l'intérieur, c'est solide, quoi. Tu vois. Mais ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque Entièrement chose ou tu veux d'accord. qu'on passe sur le déni au niveau de l'emprise énergétique, sur est-ce que tu veux rebondir? Non, mais on peut passer sur le déni, c'est très bien, hein, Parce que très bien. Et moi, j'aime bien l'idée, de c'est comment réparer. aider la personne, mais en même temps, la première chose, c'est qu'il faut qu'elle sorte du déni, en fait. Parce qu'on peut pas aider une personne si elle sort pas du déni, en fait. Je sais pas ce que tu en Bah, penses, mais juste pour revenir sur ton histoire de réparer les failles, moi je travaille souvent avec mes clients avec l'image du kintsugi, tu sais, c'est cet art asiatique où en fait quand il y a une porcelaine qui a des ah oui, failles, eh ben, on va réparer avec de l'or. Et moi avec justement, je de travaille souvent avec cette métaphore-là sur les gens. Alors le déni, oui. C'est assez compliqué parce que très souvent, les gens arrivent quand la relation est déjà à un stade extrêmement avancé. Et en général, ils ont encaissé et justifié, relativisé, rationalisé tout plein de choses pendant de nombreuses années. Et donc, ils arrivent en général suite à un événement spécifique où là, ils disent, ah ben là, c'est plus possible. Là, il y a un problème. Alors, souvent, ils arrivent en plus en disant, est-ce que ce serait pas par hasard moi le problème? Parce que les projections ont tellement bien marché que du coup, ils arrivent et ils disent, bah, en fait, voilà, surtout que ça fait longtemps que mon conjoint me dit, mais ma pauvre, t'es complètement folle, tu n'y comprends rien, c'est toi le problème, va te faire soigner. Voilà, donc en général, il y a déjà une bonne grosse charge derrière. Les poubelles sont bien pleines, on va dire. ouais, alors, moi, juste, je suis plus, enfin, j'ai rarement ce type de personnes-là dans les personnes qui Mm. viennent à moi, mais plus des personnes qui, peut-être ont une manipulation plus sournoise, moins évidente et qui sont sapées de l'intérieur comme ça, et puis Mm. qui, à un moment donné, veulent avancer. Et moi, je vois que ils veulent avancer d'eux-mêmes dans la vie, je sais pas, ils veulent, je sais pas, faire des choses qui leur plaisent, etc. Puis moi, je vois énergétiquement, je vois, et un truc qui va pas, c'est que j'arrive pas à les amener à l'étape suivante. Et donc, du coup, je reçois, voilà, des messages d'aller creuser sur leur environnement. Et donc, je pose des questions sur l'environnement. Et moi, c'est plutôt moi qui vais dire, mais attends, là, il y a un problème, en fait, ici. Et en fait, ce problème-là, il bloque ton évolution. Et la Mm. personne, elle le découvre, et c'est là où le cheminement commence à se faire. Mais comme moi, je les prends à un stade de réflexion où elles en ont absolument pas conscience, du coup, c'est pas évident, tu vois, qu'ils se mettent un peu en route à ce moment-là. Et moi, je vois bien qu'en fait, on a beau vouloir aider une personne de l'extérieur en lui donnant de la clarté, etc., il faut qu'à un moment donné, il y ait le déclic qui vienne de l'intérieur. Et donc, le Complètement. déclic, c'est retrouver de l'estime de soi, arrêter de se juger parce qu'on est trop sensible et que c'est pas bien. Moi, je trouve que l'humanité irait beaucoup mieux si toutes les personnes pouvaient être hypersensibles et empathes, que le fait de ne pas réussir à gérer nos émotions, c'est parce que on est dans une société déviante et pas parce que c'est nous le problème. Enfin bon, voilà, c'est remettre un peu l'église au milieu du village, quoi, et essayer de dire, voilà, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des personnes qui sont sensibles, des hauts potentiels, voilà, des personnes marginales, quoi. Voilà, tu vois. Donc, du coup, remettre un petit peu comme les rassurer, mais derrière le travail, d'aller rencontrer leur vie d'intérieur, leurs failles, il faut que ça vienne d'elles. Complètement. Moi, j'utilise souvent la métaphore de le petit oiseau, il doit naître en cassant la coquille de l'extérieur. C'est-à-dire que si on casse la coquille de l'intérieur, je veux dire, si on casse la coquille de l'extérieur, en fait, le petit oiseau, il meurt, quoi. Donc, c'est vraiment de l'intérieur que ça doit se passer. Et le déni, il faut comprendre que c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de défense de quelque chose qu'on ne veut pas voir parce qu'on pensait qu'on n'était pas à même de le gérer. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est intéressant d'être accompagné parce que justement, il y a des choses qu'on est en difficulté à gérer émotionnellement soi-même, à aller affronter, entre guillemets, soi-même, et que de le faire en étant accompagné, ça va permettre de l'accueillir d'une façon beaucoup plus facile et plus profitable aussi pour la personne.
Donc le déni, c'est de toute façon aussi une étape de ce qu'on appelle la courbe du deuil. Et là, on va devoir faire le deuil de quoi? Souvent le deuil d'une relation, ou en tout cas d'une vision de cette relation, et puis le deuil d'une vision de soi et le deuil même de son ancien soi, pour faire ensuite renaître un nouveau soi plus abouti, quoi. Rien à ajouter tellement c'était parfait ce que tu viens de dire. C'est rare, toujours quelque chose à dire. Écoute, je regarde. On a bien avancé. Il nous reste un petit peu de temps. J'avais envie d'aborder rapidement peut-être la question des alliés. Comment en fait, parce que ça on n'en a pas parlé. Voilà, la question des alliés. Puis après peut-être parler de la sexualité et puis on aura fait le tour. Alors les alliés de qui? Les alliés de la personne narcissique, parce que il y a ce côté, enfin soit tu prends Alors, ma main, soit il faut que j'élabore. je Dis-moi. suis d'accord avec toi. Alors, bon, déjà, il y a des personnes narcissiques. Il y a des personnes avec des mécanismes de défense narcissiques, voire même des mécanismes de défense pervers narcissiques, mais qui n'ont pas une personnalité totalement structurée autour de leur perversion narcissique. Et puis, il y a des personnalités dont la structure est totalement dominée par leur perversion narcissique. Donc, il y a vraiment un peu différents cas de figure. Moi, je connais mieux les personnes qui ont une personnalité dominante, perversion narcissique, ou avec de forts mécanismes de défense perverse narcissique. Et ces gens-là vont avoir autour d'eux des facilitateurs, on va dire, voire même ce qu'on appelle en anglais des flying monkeys. Alors ça vient du film Le Magicien d'Oz. Et là, ce sont des personnes, c'est très très sournois et c'est très compliqué, qui vont être comme des porte-paroles du pervers narcissique. Euh, et ça va être du coup parfois difficile d'ailleurs quand on, par exemple dans une entreprise même, on peut croire au départ que c'est une personne qui est toxique et en réalité elle est la voix de son maître. Et on met un certain temps à se rendre compte de qui est le véritable tireur de ficelle derrière. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est compliqué. Et dans les familles, ça peut être la fratrie, ça peut être l'autre parent, ça peut être d'autres membres de la famille qui vont venir et qui vont hurler avec le loup pervers narcissique, on va dire. Oui, Et oui, j'ai du vu coup, récemment dans une consultation, là, il y a, Euh, en fait, il y en avait un qui était hyper contrôlant, mais oui, qui était comme en arrière-plan et qui, du mm, coup, par sa toxicité, influençait, alors c'était l'homme qui influençait sa femme, qui, du coup, agissait en toxicité sur sa fille, alors qu'en fait, c'était l'autre. Et du coup, ça m'amène quand même sur une petite parenthèse, c'est qu'un jour, sur une vidéo que j'ai fait sur les portails organiques, les personnes qui me suivent sauront ce que c'est, on va pas aborder ce sujet, mais qui sont des personnes narcissiques, avec ou sans perversion, mais en tout cas des personnes narcissiques. Et en fait, j'avais une question de est-ce que deux narcissiques peuvent se mettre ensemble? Globalement, non, parce que enfin, c'est mieux dans tout ce qu'on a décrit, mais c'est possible si le type de fonctionnement, il est différent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être narcissique, enfin, il y en a un qui va pas avoir besoin de renforcer son narcissisme par, on va dire, il le renforce par le pouvoir. Plus il a de pouvoir, plus il est nourri. Alors que l'autre, en fait, n'a pas besoin de se nourrir de pouvoir, mais plus le terme m'échappe, de contrôle. Bah, c'est différent. Enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais enfin, moi je le vois clairement, mais les mots sont pas nuancés en français. Et donc il y en a un qui va aimer agir en arrière-plan, un peu comme le tireur de ficelle, comme tu disais, tu vois, et il va se nourrir en fait du contrôle qu'il a sur l'autre. mm, Et du coup, il va influencer cette personne qui est aussi narcissique ou qui a des failles narcissiques, qui va aimer tomber sur l'autre, en fait. Tu vois, il y en a un qui est visible et l'autre qui est invisible, en fait. Et donc, ces deux-là peuvent très bien être en couple égotique parce qu'en fait, ben, ça matche bien, en fait. Ils sont pas toxiques, mais c'est deux formes de narcissisme qui s'expriment différemment. Bon, je ferme la parenthèse juste pour répondre que c'est possible, mais c'est pas la majorité des cas.
Voilà, c'est rare, mais c'est possible. Je suis assez d'accord. Même chez les pervers narcissiques, ça dépend des types et ça dépend de la dynamique qu'il va y avoir entre Ouais, c'est ça. deux et ça dépend de leurs besoins. On est bien d'accord. Donc, tu voulais Alors parler juste, de... non mais sur la question des alliés, Oui, ce que je remarque, Muriel, c'est que avec l'ascension planétaire, avec vraiment tous les changements, les gens qui s'éveillent et tout, je trouve, pour mettre une petite touche positive, qu'il y a de plus en plus, consciemment ou pas, de discernement vibratoire. Et donc, je trouve que les personnes manipulatrices ont de moins en moins d'alliés, ou alors ce sont des personnes qui elles-mêmes sont assez égotiques. Et qu'il y a quand même une séparation qui se fait, si bien que pour la victime, entre guillemets, ça peut être aussi une forme de repère, de se dire, est-ce que j'apprécie les amis de mon autre, de la personne avec qui je suis? Parce que c'est comme s'il y avait des groupes qui se formaient, tu vois. Euh, le pervers narcissique ou la personne narcissique ou manipulatrice va avoir du mal en fait à se faire comme allié des personnes plutôt saines, même si j'aime pas, je reviens sur le fait qu'il n'y en a pas un qui est blanc et l'autre qui est noir. Mais globalement, des personnes qui sont plutôt dans une démarche évolutive, tu vois. Et en fait, c'est comme s'il y avait des ponts qui avant pouvaient se faire, alors que maintenant, ça devient plus difficile. Et ça peut être un des critères aussi pour observer les cercles d'amis, est-ce qu'ils nous attirent ou pas. je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, je vois quand même, là, dans les séances que je fais, des gens qui sont englués avec des sphères entières autour d'eux, qui sont utilisées par une personne manipulatrice pour continuer d'atteindre une personne victime et la victimiser vraiment, quoi. Donc, Peut-être un j'en des vois encore cons- quand même fortement. peut-être un des conseils qu'on peut donner, c'est faites-vous votre cercle d'amis alors, dans ces cas-là. Oui, oui, mais ça, le problème des relations d'emprise, c'est qu'aussi, ils vous enlèvent votre cercle d'amis. C'est l'une des premières choses qu'ils font. Hmm. Donc, Ils ça, essayent. voilà. Ils essayent. Premier conseil, gardons chacun son cercle d'amis aussi. Ouais, Voilà. tout à fait. Alors, Allez, tu voulais parler de la sécurité. ouais, on Alors, va aborder la sexualité. oui. Est-ce qu'il y a une sexualité particulière pour toi dans un couple toxique, dans un couple avec un ou un ou une Alors, narcissique? le sexe est globalement à la fois un outil de renforcement du narcissisme et à la fois un outil de contrôle pour la personne manipulatrice. Donc, il va y avoir des pervers narcissiques plus charnels, où là, du coup, ils vont aller en général de conquête en conquête, et éventuellement même d'ailleurs parfois avec des comportements sexuels, on va dire, ils vont s'aventurer un peu, voilà. Et ils vont demander d'ailleurs à l'autre de se soumettre à leurs demandes, à leurs exigences, même si ça ne leur plaît pas. Donc, on va passer là, du coup, déjà dans le contrôle. Et le contrôle peut être aussi une privation de rapport charnel. C'est un très bon élément de contrôle de l'autre. Oui, la Voilà, frustration. La frustration, et c'est quand moi je veux et pas quand toi tu veux. exactement. Et moi, je vois beaucoup quand même, alors je vois plus de femmes en séance et qui me racontent plus de comportements masculins. Mais globalement, ce que je vois chez beaucoup d'hommes, c'est qu'ils vont avoir une vision un peu dichotomique de la femme. En tout cas, c'est ce que j'en ai vu des séances que je fais. C'est que la femme va être au tout début vue comme une sainte et ensuite vue comme une prostituée, avec y compris des termes extrêmement crus, du style combien je te dois pour la dernière passe qu'on a faite, t'es qu'une traînée, oui, 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 oui. Donc il y a vraiment des choses extrêmement crues. Et les gens, en plus, les femmes, c'est incroyable, elles arrivent et elles se rendent même pas compte. Elles me disent, ah bah oui, l'autre fois, il m'a donné de l'argent. C'est son mari, quoi. Bon, là, on Voilà. sort du côté un peu sournois parce que là, c'est quand même bien grandiose ton exemple quand Ah, même. c'est exceptionnel. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, ce n'est même pas vu. La plupart du temps, c'est pas perçu par la personne qui le vit. Parce qu'il y a des petites accoutumances petit à petit. Hmm. Et plus ça va, plus.
le traitement, on va dire, un peu sordide se met en place, mais ça s'est fait de façon presque imperceptible, petit morceau par Ouais, petit petit à petit. morceau. Mm. Et en fait, c'est quand elle le raconte à ce moment-là en séance, où là, je dis, attendez, pause, on va remettre des mots là que vous venez de dire. Et là, tout d'un coup, je me suis pas rendu compte. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est qu'il faut ramener de la clarté. Mm. Écoute, moi, je voudrais aussi, alors peut-être de façon un petit peu plus subtile, Mhm. euh, on distingue aussi une sexualité qui est brusque, qui est ou brusque ou alors dans un mode un peu automatique, robotique. Et où justement, les personnes qui sont sur ma chaîne, j'essaye voilà, d'apprendre la connexion, mais là, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de possibilité de connexion. Je dirais même que chez une personne narcissique, c'est quelque chose de très abstrait, cette notion de connexion. Donc, en fait, on ne fait pas l'amour, on Ouais, baise. On fait pas, on se connecte pas on décharge, on va faire du plaisir. Enfin, il y a quelque chose même dans les termes, comme tu dis, mais même dans les termes de façon plus subtile. Voilà. Est-ce que quand vous demandez de la connexion, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous sentez que si la personne fait un effort en disant ouais, je te fais plaisir, ouais, mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vide? Est-ce que voilà, je pense que déjà là, pour les personnes, essayer de regarder, avoir de la clarté là-dessus. Et aussi, il y a, je dirais, que l'acte sexuel, c'est un acte énergétique. Et ouais, quand vous faites l'amour, euh, voilà, ça c'est votre exact. point de vue, avec une personne narcissique, perverte ou manipulatrice, en fait, vous allez récupérer encore plus une dose fois 100 de sa poubelle énergétique. Et là, vous pouvez le sentir après. Est-ce que vous êtes drainé? Est-ce que vraiment vous êtes rechargé? Ou est-ce que vous avez été drainé? Comment est-ce que vous êtes après, le lendemain, par exemple? Enfin, essayez de voir un peu quel est le résultat de l'acte, en fait. Et est-ce que... zut, j'avais reçu quelque chose et ça m'a échappé. Mais vas-y, je te laisse... Oui, alors je pense que cette partie-là, elle dépend aussi du moment où on en est dans la relation. C'est-à-dire que si on est dans la phase de conquête, de love bombing, là, on va avoir une illusion de connexion. Mais il faut faire très attention aux termes aussi qui sont employés par la personne à côté. S'il y en a un qui... alors, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre les gestes, le non-verbal, et les mots. Il faut que tout soit cohérent. C'est-à-dire que si à un moment on sent qu'il y a une incohérence, là, il faut écouter et se dire, ah, il y a un truc qui cloche, même si par ailleurs, ça a l'air vachement bien. Il faut écouter son corps qui éventuellement va aussi même réagir à ça. Oui, j'ai des personnes qui me disent qu'elles déclenchent en fait soit de l'eczéma, soit une cystite ou enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être déclenchées. C'est la réaction du corps qui dit mais je veux pas de cette toxicité, je veux pas de cette poubelle énergétique en fait. Ouais, tout à Et fait. en même temps, il y a souvent une addiction quand même charnelle. Ben oui, c'est créé, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a l'espèce de shoot à ce moment-là, qui quelque part fait partie de l'illusion qui va rester, qui va être entretenue de ce que c'est qu'une relation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment aussi où la personne manipulatrice peut asseoir un peu plus son illusion. Donc, il faut faire attention, c'est parfois quelque chose, de toute façon, une relation qui va trop vite, où le nous est installé trop rapidement, où on entend des phrases du style tu es celle dont j'ai toujours rêvé, tout ça. Là, et surtout aussi, si on entend ah oui, par rapport à mes ex, mon Dieu, qu'est-ce que t'es mieux, ça, triangulation, c'est jamais très très bon, ça. Donc, Ouais, il faut vraiment rester prudent et une vraie connexion, ça peut prendre un certain temps pour s'installer. C'est pas forcément un truc hop, je suis one d'accord shot. avec toi. Et en Oui. fait, puisqu'on commence à aborder un peu la conclusion, c'est qu'en fait, finalement, l'autre contrôle la relation, mais aussi dans le sens, comme tu disais, d'installer, pour moi, je dirais, des référentiels. C'est-à-dire, voilà ce que c'est que faire l'amour.
En fait, c'est pas la peine de chercher autrement. C'est comme ça et c'est comme ça que tout le monde fait et voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est ça, l'amour, en fait. Et souvent, les personnes vont aussi avoir eu des parents pas très aimants, qui fait que du coup, ça va valider une forme de oui, c'est ça l'amour, parce que c'est ça que j'ai connu avant. Et donc, du coup, c'est comme si ça allait enfermer la personne sur un référentiel qui est déjà là, sans permettre une ouverture pour aller voir ce que c'est qu'un amour doux, euh, solaire, avec une personne qui peut être soutenante, valorisante, etc., qui semble fade finalement par rapport à ce love bombing, à ces décharges d'intensité qui peut y avoir à la fois dans la sexualité, comme tu disais, mais aussi dans ce rapport. Puis le rapport de force, il peut aussi créer des émulations, créer de l'intensité, plutôt que d'être dans une relation finalement tranquille où on perçoit pas, parce qu'on n'a pas connu ça enfant en fait, tu vois. Et du coup, ça, c'est un des pièges aussi d'enfermement qui limite le fait de pouvoir vivre. Complètement, complètement. C'est le référentiel qui n'est pas exactement placé au bon endroit et qui, du coup, met des filtres, des biais, en fait, sur la façon qu'on a d'accueillir de nouvelles relations. C'est ça. Ou de se rendre compte finalement de qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et là, on revient un petit peu, et peut-être on finira là-dessus, tu diras le dernier mot après. C'est qu'est-ce qui, voilà, c'est un empêchement à évoluer en fait, puisque du coup on est enfermé dans cette idée que le couple c'est ça, qu'en dehors on trouvera pas mieux, parce que l'autre nous le rappelle bien évidemment, ou parce qu'on s'est mis ça en tête, hein, parce qu'il y a eu de la dévalorisation, hein. Je suis trop gros, je suis trop ci, donc je trouverai rien, je trouverai pas mieux ailleurs, etc., etc. Donc voilà, on s'enferme dans un schéma et c'est tout sauf évolutif, les amis. Voilà, donc du coup ayez de la clarté, faites vos choix, et puis prenez les bonnes directions dans votre vie. Comme je disais récemment à une personne, la façon de s'en sortir, c'est de traverser son vide, c'est de traverser ses failles. C'est hyper douloureux, mais à un moment donné, arrêtez cette relation et arrêtez, et je l'ai vécu, arrêtez cette recherche d'intensité pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus nourrissant, de plus durable. Voilà. On est bien d'accord que ça, c'est effectivement, voilà. Et hier, je suis tombée, c'est intéressant ce que tu dis, ça peut être le mot de la fin, sur une citation de Georges Adair, que je ne connais pas bien, mais j'adore cette phrase. Tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Donc, il va falloir traverser cette peur éventuellement de la séparation, cette peur de la diffusion, cette peur de l'autonomisation, d'aller à la recherche de soi, parce qu'en fait, le bonheur et le bien-être, ils sont de l'autre côté de ça. Mm. Merci Muriel pour cet échange. J'espère que vous avez apprécié cette co-construction. On a essayé de faire vite pour que la vidéo soit pas trop longue. En tout cas, voilà, si vous avez envie, si vous posez en commentaire, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez qu'on parle, etc. Puis on verra s'il y a suffisamment. On fera une autre vidéo avec Muriel. Sinon, bah écoutez, voilà, au plaisir de lire vos commentaires. Euh, Merci beaucoup pour cette invitation, Diane. Bonne continuation à tous dans votre chemin de votre propre développement. Merci à toi. Je te Merci. remercie.